Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, il n'y a pas que le climat qui se réchauffe, les esprits aussi, poussés à incandescence par des industries culturelles qui laissent proliférer des discours de haine et flattent nos plus bas instincts. Comment lutter, comment continuer à profiter de toutes les merveilles que ces mêmes industries ont également à nous offrir? C'est le sujet du livre que Pascale Tumerel vient de publier. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Noiret. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu, anniversaire et programme de l'art. Nous sommes le 23 janvier. Date de naissance d'Édouard Manet. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, il a déniché dans l'excellent journal L'Actu du groupe Playback le téléphone du futur. Ça va rappeler des souvenirs à ceux de ma génération. C'est un téléphone sans écran. Puis rendez-vous enfin avec Conseil de famille, notre chronique parentalité. Mon enfant est timide, comment l'aider à s'affirmer? Les astuces de Candice Anzel. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Peut-être trop lentement, peut-être insuffisamment, peut-être hypocritement, le combat mondial contre le réchauffement climatique a tout de même été lancé. Mais que fait-on contre le réchauffement des esprits, à savoir la prolifération de contenus culturels qui incitent à la haine ou qui rongent les fondements même de notre humanité? C'est la question que pose le livre de notre invité et cette question, elle concerne particulièrement les jeunes et l'éducation, vous allez le voir. Le titre du livre, Réchauffement des esprits, il vient de sortir, c'est chez Actes Sud, sous-titre La responsabilité sociétale des industries culturelles. Pascale Tumerel, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous avez longtemps travaillé pour un très grand groupe, Vivendi pour ne pas le nommer, dont vous vous occupiez justement des politiques RSE, dont vous êtes une des pionnières en France. Vous avez fondé récemment Respetica, cabinet de conseil en création de valeur durable. Vous enseignez aussi à l'ESCP et à Sciences Po. On va commencer par définir les termes. Quand on parle d'industrie culturelle, ce sont les industries qui produisent essentiellement des biens ou des services qui ont une dimension culturelle. Et ça relève à la fois les arts un peu traditionnels, les arts du spectacle vivant, du patrimoine, mais c'est aussi les industries qui produisent des contenus via les films, les jeux vidéo, la presse. De la comédie française à YouTube, quoi. Voilà, exactement. Et alors, RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, alors la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est en fait la réponse des entreprises au développement durable. Si je veux juste un peu m'attarder sur ce concept de développement durable qui est trop souvent restreint à la dimension environnementale. La définition qui a été donnée dans le rapport Brundtland du développement durable, c'est une définition qui s'adapte très bien aux industries culturelles, puisqu'elle cite qu'un développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Donc il y a la dimension de quelle transmission en termes de savoir, d'esprit critique, de connaissance, d'émerveillement, comme vous l'avez dit. Et ce développement durable, outre cette définition, il a un objectif. La conclusion de ce rapport, c'est le développement durable vise à favoriser un état d'harmonie entre les êtres humains, d'une part, et entre l'homme et la nature. On a là bien aussi la dimension des industries culturelles et aussi le développement durable. Par conséquent, c'est aussi une manière pour les entreprises de concilier trois préoccupations, leur performance économique, la préservation de l'environnement et la cohésion sociale et la lutte contre les inégalités et la pauvreté. Et c'est vrai, quand on parle RSE, on a l'habitude, ou développement durable, de penser, je ne sais pas, aux industries pétrolières ou autres, à la pollution, pour le dire de manière très très simple. On pense moins à la pollution des esprits. Et ça, c'est absolument fondamental. Les mots MAUX qui sont colportés. Alors, on va quand même bien dire et redire, j'ai essayé de le faire en intro, que nous, on adore les industries culturelles ici. On en fait partie d'ailleurs d'une certaine manière. Et on pense qu'elles sont extrêmement utiles, qu'elles peuvent faire des choses merveilleuses. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mots MAUX, et notamment la prolifération de contenus haineux. C'est pas le seul. En fait, il y a plein de problèmes aujourd'hui. En fait, ce que je pose dans ce livre, c'est faire prendre conscience que les industries culturelles contribuent ou affectent le bien commun. C'est ça. Donc elles contribuent de manière très positive parce qu'elles éveillent notre réflexion, notre curiosité, notre joie, notre façon de réfléchir et de penser le futur, le présent et le passé. Mais aussi, elles peuvent en effet affecter le bien commun par des risques comme la désinformation, la représentation stéréotypée des femmes, ce que j'ai appelé l'exploitation des cerveaux des enfants ou des adolescents, et aussi la diversité culturelle qui est à la fois facilitée par cette nouvelle technologie, mais qui finalement, est-ce qu'elle va aussi loin qu'elle pourrait dans cette fonction de représenter des imaginaires, des sensibilités, des récits aussi différents que possible en fonction de tous les pays qui composent la planète? Non.
Donc c'est ça que j'explique un peu dans le livre. J'établis en fait, c'est pour ça que c'est réchauffement des esprits, parce qu'il y a une dimension de prendre la température. C'est ça. Ensuite, d'établir un diagnostic et de proposer des remèdes. Voilà. On reste une seconde sur le diagnostic. On va évidemment parler des remèdes. Les jeunes sont spécialement exposés à ces industries culturelles parce qu'aujourd'hui, notamment avec les smartphones, ils ont accès à une quantité de contenu culturel absolument vertigineuse. Enfin, moi, dans ma génération, j'aurais rêvé d'avoir tout ça facilement à disposition. Et en même temps, il y a de l'incitation à la haine, des fausses informations. Pourtant, il y a des lois qui existent. Si on ne reste que sur la France, normalement, on est raisonnablement protégé de tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Elles ne sont pas suffisamment appliquées? Elles sont compliquées à appliquer? Ce qui est intéressant dans la RSE, c'est qu'elle est souvent assez mal définie. La RSE, ce n'est pas la philanthropie et ce n'est pas la conformité réglementaire. C'est-à-dire que la RSE, ça reste l'initiative d'une entreprise, c'est une dynamique. Et comme je dis souvent, c'est pas la peinture qu'on met à la fin de l'édification de la maison, ça fait partie des fondations. Et donc la RSE, elle permet de définir un cap et d'anticiper les risques ou les opportunités des entreprises. Elle permet de détecter les signaux faibles. En tout cas, c'est un acte volontaire, c'est un acte qui relève d'une stratégie d'entreprise, voilà, qui relève d'une réflexion qui souvent se retrouve exprimée dans ce qu'on appelle la raison d'être aujourd'hui des entreprises. La loi impose d'ailleurs la raison d'être. qu'elle le formule. Et cette raison d'être, c'est qui on veut être en fait. Est-ce qu'on veut être une entreprise responsable ou pas? Est-ce qu'on fait du profit court terme ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, on essaie de réfléchir sur le long terme et de dépasser le cadre réglementaire pour anticiper les évolutions futures et faire du vrai développement durable? Et voilà, avec ces 3 piliers que j'ai cités au début, ce qui permet une performance pour l'entreprise de plus ou moins long terme et surtout d'avoir un temps d'avance sur les concurrents, notamment. Trop de stéréotypes, de discours de haine ou de désinformation agissent comme des polluants nuisibles à l'épanouissement individuel et à la cohésion sociale. Fin de citation. Citation extraite de Pascal Tumrel de Réchauffement des esprits. Vous venez de le publier, c'est chez Actes Sud et on vous retrouve, si vous le voulez bien, juste après l'anti-sèche, Brandon Noiret. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. En ce 23 janvier, vous avez choisi un anniversaire, 23 janvier 1842, naît Édouard Manet, et vous revenez à cette occasion sur l'histoire d'un des plus grands peintres français. Totalement, l'un des plus grands peintres français. Et lui, il se destine très rapidement à faire carrière. On aurait pu même dire se dessine à faire carrière, mais là, ce n'est pas le cas avec Édouard Manet, puisqu'il choisit plutôt la carrière marine, même s'il avait beaucoup de talent en tant que dessinateur très rapidement adolescent. En 1848, il quitte même le collège pour tenter le concours de l'école navale. Il échoue une première fois, bon, il retente une deuxième fois et là, il se dit, bon, bah, ça sert à rien, j'abandonne définitivement et je me dirige vers ma vocation de peintre. Les premières réalisations de Manet sont assez particulières puisque ce sont des copies des grandes œuvres des grands maîtres. Il fait le tour des différents musées partout en Europe à la recherche d'inspiration. Aux Pays-Bas, par exemple, il se passionne pour les tableaux de Velázquez et Goya. À Paris, il copie les peintures du Tintoret, de Daumier, de Courbet, de Delacroix. Et au début des années 1860, là, il est encore inconnu. Il va commencer à se faire connaître, notamment en 1863, puisque pour la première fois dans l'histoire du salon officiel, prestigieux salon parisien de peinture, on permet à des artistes refusés de présenter leurs œuvres dans une autre pièce, une toute petite pièce sur le côté. C'est le salon des refusés. Et paradoxalement... Dont on parle beaucoup aujourd'hui, parce que soi-disant les meilleurs étaient là. Exactement. Voilà. Puis, ce qui à l'arrivée, quand on regarde, n'est pas totalement vrai non plus. Mais bon. Beaucoup plus populaire que le salon officiel à l'époque. Et là, il présente une œuvre encore inconnue, Manet, à l'époque, c'est Le Déjeuner sur l'herbe, exposé sous le nom du bain, on l'appelle le bain. Et là, polémique, à l'époque, scandale. Imaginez quand même la bourgeoisie qui découvre. On le voit à l'image. On le voit effectivement, ce tableau. On voit cette femme nue au premier plan, une autre femme nue au second plan qui ne se cache pas du tout. Alors vous allez me dire, c'est la nudité qui peut porter à polémique, mais pas du tout. Oui, il y en a beaucoup dans la peinture. Oui, c'est très anodin depuis toute l'histoire de la peinture. Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on voit cette femme nue qui regarde ce spectateur effronté. En fait, il décrit clairement, il présente des femmes prostituées, et ça choque profondément à l'époque. Malgré les critiques virulentes, tout ce débat dans l'opinion publique, Édouard Manet est encensé du côté des artistes, et alors notamment les impressionnistes comme Monet, Cézanne, Renoir, Pissarro l'adore. Effectivement, il l'adore, et surtout Émile Zola, qui défend bec et ongle notre cher Édouard Manet. Il devient le nouvel admirateur de l'artiste. Pour le remercier, Manet va même peindre évidemment ce portrait en 1868. Célébrissime. Bon, il cache quand même quelques symboles, Édouard Manet. On voit d'ailleurs un exemple de l'Olympia en fond. On voit aussi une brochure du nom d'Édouard Manet. De nombreux objets japonais. Il était grand passionné par l'Asie et par le Japon, Édouard Manet. Et cette reproduction d'Olympia, justement, il va le défendre jusqu'au bout. Parce qu'en 1868,
1865, il présente la grande œuvre d'Édouard Manet, l'Olympia, pardonnez-moi, et cette fois-ci, cette œuvre est exposée au salon officiel, alors que clairement, il le dit dès le départ, Édouard Manet présente l'œuvre comme une femme prostituée au premier plan. On voit cette artiste présente, on voit aussi en fond une femme, une servante noire, on voit aussi ce chat noir au premier plan, et là, forcément, ça fait polémique à l'époque. Pourtant, il s'inspire de la Vénus d'Urbain du Titien, et là, on voit cette demi-mondaine. Olympia, c'est quand même le surnom de ces courtisanes à l'époque. Le traitement du corps n'a aucune inspiration. Il n'y a pas d'alibi, en fait, lorsqu'on la regarde, cette œuvre-là. Il n'y a pas cette inspiration pour comment dirais-je, les grandes femmes de l'époque, notamment du XVe siècle. Et donc là, il est critiqué, et paradoxalement, il est encore plus apprécié par la critique du point de vue des grands intellectuels et des grands artistes. Émile Zola le garde et d'ailleurs finance toutes ses œuvres. Bon, lui va continuer à peindre énormément. Manet, il est très populaire du côté des artistes. Le problème, c'est qu'il va être amputé d'une jambe, donc il va transformer sa façon de peindre et de voir la vie. Et il peint notamment les natures mortes. Ça, c'est beaucoup moins connu du côté d'Édouard Manet, notamment cette botte d'asperges en 1880. C'est sûr, quand on la regarde, elle est magnifique, mais difficile de faire scandale. Oui, un peu plus. Il meurt jeune, hein. Oui, il meurt jeune, 51 ans, le 30 avril 1883, de la gangrène. Merci beaucoup, Brandon. Et on peut retrouver le catalogue de l'expo Manet-Degas qui a eu lieu, c'était jusqu'en juillet dernier, au musée d'Orsay. L'expo, c'est un petit peu trop tard, mais c'était une très belle exposition. On se retrouve voir ces deux œuvres au musée d'Orsay aujourd'hui. Voilà. Allez, on file à Orsay. Merci beaucoup. On se retrouve pour la récré. Bien sûr, toujours. Pascal Tumrel, réchauffement des esprits. 63% des jeunes Européens sont confrontés à de fausses informations plus d'une fois par semaine et 51% des citoyens de l'Union pensent avoir été exposés à de la désinformation en ligne. Voilà ce que j'ai lu, entre autres, dans Réchauffement des esprits, l'essai de Pascal Tumrel. Il vient de sortir chez Actes Sud. Ça date pas d'aujourd'hui, Réchauffement des esprits. Vous aimez bien citer de temps en temps, justement, Zola, que venait de citer Brandon Warret. Le débat, c'est consubstantiel avec la démocratie, j'allais dire. Oui, en fait, c'est aussi consubstantiel avec la transformation des industries culturelles. Donc, en effet, Zola, qui assistait au XIXe siècle à la multiplication des titres, parle de son... Il disait, on lit le journal... de son grand-père qui mettait autrefois. On regarde à peine le journal et on le fiche à la poubelle. Et il disait, on s'occupe des fièvres du jour. Donc, toujours cette idée de réchauffement des esprits. Sachant qu'on parle d'une époque où le journal papier vivait son apogée. Il y avait des centaines de titres quotidiens en France, ce qui fait rêver aujourd'hui, et qu'effectivement, c'était des feuilles qu'on pouvait lire et dont on se passait aussi rapidement. Mais ce que je cite aussi dans le livre, c'est la nécessité, je cite Jaurès, je cite Voltaire, c'est la nécessité d'une déontologie journalistique. Et cette déontologie apparaît d'autant plus urgente que la multiplication des supports de contenu prolifère à un rythme jamais atteint auparavant. Voilà, parce que ce qui change tout, c'est Internet. C'est Internet. Globalisation et accélération. Immédiateté, anonymat et en effet accélération, globalisation. Et c'est pour ça que je parle beaucoup du besoin de responsabilité des industries. Alors, si on cite le secteur des médias, parce qu'il y a d'autres industries dont je parle dans le livre, mais la nécessité, l'impératif de la déontologie journalistique. Et aujourd'hui, je suis assez atterrée de médias et de journalistes qui ont la carte de presse, mais qui se moquent de toutes ces déontologies qui sont anciennes. J'en cite plusieurs textes, notamment un des textes fondateurs, c'est 1919, la charte des journalistes du Syndicat national des journalistes, au sortir de la Première Guerre mondiale, qui est aussi un moment de rupture de confiance terrible entre l'opinion et la presse, parce que la presse a fait elle a participé à ce qu'on appelle le bourrage de crâne à l'époque. Oui, elle a beaucoup menti. Et plus récemment, la charte de Tunis de 2017-2019. Et il y a eu Munich entre les deux, il y a beaucoup de documents. Donc il y a beaucoup de documents, mais en fait, les citoyens ignorent ces documents. Et c'est ça que je voudrais expliquer dans ce livre, c'est qu'on a des outils pour interpeller ces industries culturelles et que personne ne pense vraiment à les interpeller sur leur responsabilité éditoriale. On pense que c'est ou le fait de concentration des médias qui est un vrai sujet, mais qu'on n'y peut rien. Et moi, je dis, si, on peut interpeller les journalistes sur leur déontologie. Et c'est ce que dit déjà Voltaire. Mais, et ça passe par une prise de conscience. On pourrait aussi interpeller les hébergeurs de contenu sur Internet sur leur responsabilité. Il y a une loi de 1880 qui est une loi extrêmement importante qui, si mes souvenirs sont bons, le directeur de la publication d'un journal est réputé être responsable de tout ce qu'il y a dedans. Et s'il n'y a pas de nom, si on veut être anonyme, il y a l'imprimeur. Et c'est l'imprimeur qui prend l'éventuelle condamnation. Et là, les hébergeurs, qui ont un peu la même fonction que l'imprimeur, au fond, ils disent « Ah ben non,
non, c'est pas nous, c'est des contenus. Et alors, tout un chacun, c'est pas des journalistes soumis à des chartes déontologiques. C'est n'importe qui peut écrire n'importe quoi de manière anonyme. Alors, justement, ça fait partie du débat et de l'importance, comme vous dites, de ces plateformes. Mais là aussi, alors, d'un côté, elles disent qu'elles n'ont pas de responsabilité, et de l'autre côté, elles ont une politique de modération des contenus. Alors, vous parliez de peinture, mais Facebook censure des peintres, des l'origine du monde de Courbet, exemple célèbre. Des nudités ou des expressions très jolies de corps. En même temps, les plateformes comme YouTube, etc., tolèrent. Alors, c'est la responsabilité des parents, mais puisque vous parliez des jeunes, je suis effrayée de ce challenge, le Cheese Challenge, qui consiste à lancer des tranches de fromage mou sur les visages des bébés, et les parents, tout fiers, filment la réaction de leur enfant, et c'est celui qui va faire le plus de vues sur les réactions du bébé, qui peut... Donc, en bon français, ça s'appelle de la maltraitance infantile. C'est là. Est-ce que c'est de la maltraitance? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui aussi. Oui, mais par exemple, vous voyez, quand on est dans une entreprise et qu'on on répond à des questionnaires de notation, parce que les entreprises sont quand même très scrutées par plusieurs interlocuteurs, mais notamment des agences de notation ou les investisseurs. Et quand les industries culturelles sont interrogées sur la manière dont elles affectent les enfants, très souvent les questions se limitent au travail des enfants ou à la santé physique. Et ce sont des sujets évidemment très importants. Mais on ne parle pas des représentations, on ne parle pas de tout ça. Elles ne sont pas touchées, donc elles répondent qu'elles ne font pas ça. Et du coup, elles peuvent être très bien notées, sans parler du harcèlement en ligne, de cette représentation des enfants, des stéréotypes. Et c'est là où j'essaye d'apporter des solutions avec ce livre. Dont on va parler juste après la récré. Mais là, quand même, un point, vous le dites aussi, est-ce que tout ça n'est pas un peu dans la nature humaine? Vous rappelez qu'au Moyen-Âge, l'exposition en place de grève, finalement, en matière d'humiliation et de harcèlement, c'était pas mal non plus. Non, ce que j'explique, c'est que parfois, les émissions de Cyril Hanouna sur C8 le nom est lâché, des passes de grève et livrent au public des situations assez indignes. Oui, mais justement, normalement, l'être humain, il progresse. On est censé progresser et on ne progresse pas. C'est lutter contre le réchauffement des esprits comme on lutte contre le réchauffement climatique, lutter aussi pour plus de diversité culturelle comme on lutte pour sauver la biodiversité. Tiens, je ne résiste pas à l'envie de citer Stéphane Zweig, que vous citez également. L'arôme délicat de ce que les cultures ont de singulier se volatilise de plus en plus, les couleurs s'estompent avec une rapidité sans précédent et sous la couche du vernis craquelé affleure le piston couleur d'acier de l'activité mécanique, la machine du monde moderne. Fin de citation. Citation, elle date de 1925, tout de même c'était assez prémonitoire. On retrouve Pascal Tumrel juste après la récré. Brandon Warret. Brandon, oui, c'est l'heure de la récré. Vous nous emmenez tout droit dans le futur avec un nouveau téléphone portable qui pourrait révolutionner notre quotidien. Mais ça, c'est parce que vous êtes tout jeune. Parce que je suis tout jeune. Le téléphone sans écran, si je puis me permettre, c'est un téléphone, c'est normal. C'est le journal de l'actu, pour ma génération. Oui, c'est le journal de l'actu du groupe Playback qui nous présente cette nouvelle pépite étonnante, notre partenaire pour cette année. Alors, le nom de ce nouveau téléphone, il s'appelle AI, oui, peut-être, non, comme intelligence artificielle. Oui, voilà, exactement, comme intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'il a de révolutionnaire? Vous le dites, c'est un téléphone sans écran. Il a été développé... Jusque-là, je ne suis pas impressionné. Jusque-là, bon, voilà, il a été développé par la start-up californienne Humane, basée à San Francisco, inventé, développé par deux ingénieurs qui ont travaillé chez Apple. Alors, c'est un petit objet, regardez, très léger. Il est carré, il fait seulement 5 cm, il pèse 34 grammes. C'est au moins 6 fois plus léger qu'un téléphone classique, voire beaucoup plus léger selon les plus gros téléphones. Et en fait, il fait tout comme un téléphone. Il peut passer des appels, envoyer des messages, on peut consulter son répondeur, envoyer des mails, tout faire, voilà. Et par exemple, là, on a un laser. Et oui, on l'a vu, c'est ça. Voilà, en fait, ce on peut laser lire. qui diffuse sur la paume de main, notamment, c'est la façon la plus simple, l'image. Et on le commande quand même comment? Grâce soit avec le doigt, soit avec la version vocale. Et c'est l'intelligence artificielle et ChatGPT qui est le gros point positif de ce nouveau téléphone. Par exemple, vous pouvez vous trouver devant un monument et là vous dites voilà quel est ce monument et son histoire et on vous raconte de manière vocale ou alors avec l'image. Et également, si vous êtes dans une boulangerie, vous vous trouvez devant un très bon gâteau, vous voulez l'acheter, vous demandez combien il y a de calories dans ce gâteau, et il vous dévoile toute son histoire. Donc c'est très intéressant, ça c'est le gros point positif. Et les négatifs? Oui, il y en a beaucoup, forcément, pour un nouveau téléphone. Il y a encore c'est un prototype pour l'instant. Alors, il n'y a pas d'écran, donc forcément, impossibilité de regarder des vidéos très longues. On a aussi un problème, c'est la qualité des photos qui est exécrable, selon les chercheurs. Autre point négatif, c'est le côté musique aussi, par exemple.
exemple, impossible d'utiliser les plateformes les plus connues. Il y a une seule plateforme qui existe, elle est liée avec la création de cette machine. Et l'autonomie, seulement 2 heures maximum, donc c'est très limité pour un téléphone aujourd'hui. Le prix, par contre, ça coûte combien? Point positif, on parle de $699. C'est 640 €, donc c'est moins cher très peu pour un téléphone. Je ne vais pas citer de marque, mais qu'un Samsung ou un Apple haut de gamme. Effectivement, et il sera disponible dans quelques semaines, au mois de mars prochain. Vous allez le tester, je sens. On va tester, mais particulier. Hein. On fera peut-être un test ici. Merci beaucoup, cher Brandon Grand Oral, Pascal Thumrel. Je cite Pascal Thumrel, l'éducation aux médias, la formation de l'esprit critique, la liberté du jugement, l'accès aux arts, l'enchantement suscité par la beauté, l'épanouissement dû à la participation à la vie culturelle, l'ouverture aux autres cultures, contribuent tout cela à doter les citoyens de précieuses ressources. Fin de citation, ce sont un petit peu les socles, Pascal, de ce que devrait être la politique RSE, responsabilité sociétale des entreprises de l'industrie ou des industries culturelles. Alors vous-même, je le signalais en début d'émission, vous avez longtemps travaillé chez Vivendi, chargé de mettre en œuvre une politique RSE. Je ne vais pas vous demander, vous le faites d'ailleurs à un moment dans le livre, vous revenez sur la stratégie que vous avez mise en place. Quels sont les arguments qui font mouche, les arguments qui marchent? Parce que vous le disiez aussi juste avant la pause, dans l'idée de développement, il y a l'idée quand même de continuer pour une entreprise à faire du chiffre d'affaires, du profit. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faut se dire on en fait un poil moins, ou on va faire le même mais dans plus longtemps, ou que sais-je. Donc c'est quoi les arguments qui marchent? Alors pour un groupe, donc j'ai piloté la politique RSE du groupe Vivendi de 2001 à 2016. Et l'argument de la diversité culturelle, par exemple, j'ai beaucoup défendu au début, parce que en effet, quand j'assistais aux présentations financières du groupe, on insistait sur les artistes qui contribuaient aux meilleures ventes. Donc, par exemple, dans la musique, c'était plutôt les rappeurs américains. Et moi, je savais de l'intérieur qu'à l'époque, on était numéro 1 en musique classique, numéro 1 en musique du monde, numéro 1 en musique de film. Mais ces aspects-là n'étaient pas vraiment présentés. Parce que ça générait moins d'argent. Ça générait moins d'argent. Mais quand j'ai voulu, avec mes collègues d'Universal Music de l'époque, étudier l'impact de la diversité des répertoires, on s'est aperçu qu'en moyenne, sur 60 pays, les talents locaux représentaient 65% du chiffre d'affaires du groupe. C'est-à-dire que tout le monde connaissait Lady Gaga, 50 Cent, Eminem, mais dans chacun des pays, les personnes préféraient acheter leurs artistes locaux. C'est ça. Donc, c'était l'arbre mondialisé qui cache les pépites locales. On perdait cette capacité à repérer les talents locaux et à les accompagner et à les inscrire sur la scène internationale, on perdait, enfin en schématisant, mais 65% du chiffre d'affaires. Donc là, on a bien vu que la diversité culturelle, elle était à la fois une création de valeur pour les clients, c'est-à-dire que chacun peut avoir accès à des répertoires de films ou de cinéma, de musique ou de jeux vidéo même différents, et c'est ça qui permet, comme vous disiez dans la citation, à mon avis, de s'épanouir au mieux et d'être acteur des récits. Et d'être dans une humanité commune aussi, parce qu'on se rend compte que... Voilà. Et puis d'un côté, pour l'entreprise, ça attirait plus de talents, plus aussi on avait identifié la place des femmes réalisatrices, par exemple. Et le fait qu'un groupe soit mieux-disant pour accueillir les femmes réalisatrices, ça pouvait aussi attirer des talents différents, des réalisateurs, des réalisatrices, mais aussi tout un pool de techniciens, d'auteurs, écosystème, c'est ça. Et ça, c'est une création de valeur pour l'entreprise. Vous dites qu'il faudrait que les entreprises rendent compte de leur empreinte culturelle. Oui, c'est pas ce que je... C'est pas l'empreinte carbone, c'est l'empreinte culturelle. En fait, j'ai fait dans tout ce livre... Oui, vous avez essayé de décliner un petit peu. Oui, parce qu'en fait, je trouve que, et c'est heureux et c'est nécessaire que tout le monde prenne conscience du réchauffement climatique. C'est un enjeu global, un danger global, mais le réchauffement des esprits, c'est aussi un danger global. Et c'est pour ça que la France, et vous évoquiez des lois, bien sûr, peut agir, mais déjà à l'échelle minimale, c'est l'échelle européenne. Et en plus, c'est aussi l'échelle mondiale. Et je cite aussi des exemples de désinformation qui contribuent à une déstabilisation de la vie démocratique. Avec des risques considérables pour la démocratie. Je me permets, ne le prenez pas mal, de citer un autre bouquin qui était celui de Daem Poli, qui s'appelait Les ingénieurs du chaos, sorti il y a quelques années, qui ne porte que là-dessus, mais qui était également très convaincant sur le sujet, sur cet aspect précis de la vie démocratique. Il y a quand même une responsabilité, je voudrais qu'on termine par là, des acteurs publics. Vous déplorez, je vous cite là encore, que les repères culturels soient si peu mis en valeur par les décideurs politiques, syndicaux ou économiques. C'est pas un vrai sujet en France. C'est pas un vrai sujet. Pas assez, en tout cas. C'est-à-dire que c'est pour ça que je m'attache à ce cadre du développement durable et de la définition que vous avez la gentillesse de me faire rappeler au début. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on a des grands think tanks ou des grandes conférences mondiales sur le développement durable, toute la culture est écartée. C'est ça. Et c'est
à mon avis, c'est stupide parce qu'on se prive d'un moyen de réfléchir ensemble sur la vision du monde qu'on veut pour demain. Si on n'a pas la culture, si on n'a pas accès à une information de qualité, formidable. On perd. Oui, je ne vois pas comment on peut envisager cette vision du monde. Donc déjà, et souvent, notamment en France, le développement durable n'inclut pas la culture dans sa dimension de ce qu'elle apporte au point de vue des contenus, de la diversité. Et on demande beaucoup aux acteurs culturels leur bilan carbone. Et moi, je voudrais qu'on s'exprime sur la diversité le bilan culturel. C'est pas un bilan. Lisez-le, Réchauffement des esprits, la responsabilité sociétale des industries culturelles, c'est chez Actes Sud. Vous restez avec nous si vous voulez bien, Pascal. On va accueillir Candy Sanzel pour son conseil de famille. Candice à qui Brandon va céder la place. Brandon, merci beaucoup. Candy Sanzel. Comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Candice Sanzel. Candice, bonjour. Bonjour. Conseil de famille avec aujourd'hui un thème qui est celui de la timidité. Mon enfant ne sait plus où se mettre, il ne sait pas quoi dire quand il est dans certaines situations. Pas de panique, vous êtes là, vous avez des solutions, des astuces. On va éviter de les brusquer. Oui, on va éviter. C'est le premier conseil. Alors, avant tout, déjà, il faut savoir que la timidité, c'est quand même une émotion qui est assez courante en fait chez les enfants et qu'il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter, sauf quand ça devient vraiment gênant, que c'est trop fréquent ou trop intense pour l'enfant. Alors, avant de vous donner des astuces, je vais quand même d'abord vous donner des red flags parce qu'en fait, il y en a pas mal. Drapeau rouge en bon anglais. Exactement. On fait dans la diversité culturelle ici, voilà, on n'a pas les langues. Un petit peu. Alors, en fait, on pense souvent qu'encourager un enfant à aller sans cesse vers les autres, ça va le faire sortir de sa coquille. Eh bien, pas du tout. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va le mettre encore plus mal à l'aise et risque de se replier sur lui-même. Et le problème, c'est que souvent, on a tendance à dire bon, allez, arrête de faire ton timide, allez, sors de ta coquille. Et ben, le problème, c'est que oui, c'est contre-productif. Et cette étiquette, en fait, d'enfant timide, ça va faire en sorte ça colle à sa peau et en fait il a l'impression après qu'il peut plus se sortir en fait de cette situation et qu'il peut pas changer. Donc on évite en fait de lui coller vraiment. On ne le catalogue pas. Exactement. En revanche, c'est pas parce que effectivement l'enfant est timide qu'on va lui dire qu'il n'a pas à suivre les règles de politesse, dire bonjour, merci. On va éviter évidemment de l'obliger à aller faire des bisous oui, ça, à tout le monde. Oui, ça c'est dans des règles qu'on rappelle systématiquement. C'est très important. Mais par contre, dire merci et être poli, ça, il y a vraiment aucune raison de ne pas l'obliger entre guillemets à être poli. Donc ça, c'est les bases maintenant. Les astuces, une fois qu'on a mis en place les bases. Pour l'aider justement à surmonter sa timidité, donc on va y aller par petites touches. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place en fait au sein de la famille pour lui apprendre à s'affirmer, augmenter son estime et sa confiance. Allez, première petite astuce. On va lancer des défis quotidiens. Donc, par exemple, chaque jour, vous pouvez proposer un défi différent. Donc, aujourd'hui, tu vas essayer de dire bonjour à un camarade de ta classe à qui tu n'as jamais parlé. Le lendemain, on va lui proposer d'aller acheter du pain tout seul à la boulangerie. Le surlendemain, on va lui demander de demander, par exemple, son chemin à une passante. Bref. Au début, ça peut sembler très dur pour eux, mais ça va les aider à progresser. Oui, exactement. Ça vient petit à petit. Deuxième astuce, c'est mon préféré, faire un haka familial. Un haka comme les Néo-Zélandais Exactement. Alors, à la base, on connaît tous forcément cette danse. Effectivement, c'est une danse chantée, rituelle, qui est des insulaires du Pacifique Sud, qui est interprétée en fait à l'occasion justement des cérémonies, des fêtes de bienvenue ou juste avant de partir en guerre. Et effectivement, l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande a rendu mondialement connue donc cette pratique. Ouais, on tire la langue, ça on y va à fond. exprime la fierté, c'est ça. Alors oui, ça exprime à la fois la fierté, la force et l'unité. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le faire en famille et de créer un haka familial parce que ce sentiment d'appartenance et de fierté, il va justement être décuplé et que l'enfant, il va oser le faire finalement en famille. Donc les paroles des haka traditionnels, en général, ça fait la gloire des ancêtres, des événements marquants de la tribu. Donc là, on va justement proposer, c'est une occasion en fait de découvrir finalement aussi les événements marquants de la famille et faire l'éloge des qualités de chaque membre. Donc on va chanter et danser avec force. Donc allez-y à fond, on tire la langue, on tape des pieds, on crie, bref, on s'amuse. Génial. Ouais. Troisième, il y en a 5. Braver la tempête. Braver la tempête, c'est un petit exercice très simple et très utile pour faire prendre conscience en fait aux enfants de leur force et de leur pouvoir personnel. Donc pour ça, en fait, c'est très facile. On prend un tissu, un drap, une nappe, enfin bon, bref, quelque chose où l'enfant va pouvoir tenir en fait les deux coins et le parent va tenir les deux autres coins. Le parent va secouer à fond comme un ouragan.
Au début, c'est un peu difficile. En fait, pour un tenir, enfant qui n'a pas beaucoup confiance en lui et qui est un peu timide, il va lâcher. Mais au fur et à mesure qu'on va faire cet exercice, il va prendre de la force et s'affirmer. Exactement. Astuce numéro 4, le repas. Le repas, on va communiquer. Voilà. Alors, c'est quelque chose, moi, que je fais pas tous les soirs, mais qu'on fait très fréquemment. En fait, c'est un petit jeu tout simple qui va permettre à l'enfant de s'exprimer davantage. Le but, en fait, c'est que chacun raconte 2 choses qu'il a appréciées dans sa journée et une chose qu'il a moins appréciée ou qui a été difficile pour lui. Évidemment, hein, tous les membres de la famille se prêtent au jeu et passent à tour de rôle. Et ça a plein de vertus. Exactement. Pas seulement sur la notion de timidité. Dernière astuce, l'aisance, travailler l'aisance en miroir. Oui, alors... Les neurones miroirs, en fait, on va à tour de rôle répéter la même phrase ou la même émotion et on s'imite. Donc au début, c'est le parent qui imite l'enfant et après, c'est l'enfant qui va imiter le parent. Et là, on va forcer un peu le trait pour justement que l'enfant, en fait, il sorte un petit peu de ses propres émotions pour aller confronter finalement celles des autres. Il le fait devant ses parents ou devant le miroir. Et alors, devant le miroir, il va plutôt le faire pour réciter par exemple une poésie. Ça va lui permettre de s'affirmer, de plus prendre confiance en lui ou une leçon, des choses comme ça. On peut aussi faire sortir de la maison, proposer des activités. Alors, il y a 2-3 conseils. C'est plus classique, évidemment, mais on peut évidemment proposer de découvrir certaines activités extrascolaires. Donc, il y a les sports de combat, les sports de contact, le judo, le karaté. Et puis, on peut aussi orienter vers des activités qui sont plus artistiques ou pour extérioriser les émotions, ou même d'incarner des personnages, le théâtre, l'improvisation. Le théâtre. En général. Bientôt obligatoire à l'école, le théâtre, si on a écouté ce que disait le président Macron. Merci beaucoup, chère Candice, pour toutes ces astuces. Pascal, merci de nous avoir accompagnés dans toute cette émission. On n'a pas pu tout dire du livre, mais je vous conseille de lire Réchauffement des esprits, c'est chez Actes Sud. Il y a notamment toute une dimension autour des enjeux liés aux droits humains, les droits des enfants, etc., qui est absolument passionnante. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son et Angèle Jean-Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV, on se retrouve nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.